débat de presse. Bienvenue à votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur la RTB. Ce dimanche, 4 sujets en débat. D'abord, les dépôts des candidatures à la législative de 2020 au Burkina Faso et les listes des candidats publiées. On aura remarqué beaucoup de changements, notamment l'absence de certains classiques des partis sur les listes. Mais ces listes respectent-elles les conditions édictées par les partis au départ, notamment le respect de l'intégration du genre et des jeunes? Tout le débat est à ce niveau. Que pensez donc de ces listes? On en parle dans le débat de presse ce matin. Et dans le débat de presse ce matin, l'investiture de Yacouba Isaac Zida en virtuel à la présidentielle de 2020 au Burkina. Le MPS, son parti, lui a placé sa confiance malgré l'exil de l'ancien président et l'ancien premier ministre sous la transition. Pourra-t-il rentrer pour effectivement assurer son rôle de candidat? On en parle également ce matin. Et ce matin, l'opération Restauration dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le centre-nord au Burkina Faso, une opération qui a permis la réinstallation des populations déplacées et le retour de la quiétude. Comment analyser cette actualité? Réponse dans le débat de presse. Et enfin le Mali, avec l'investiture de Mbandao comme président de la transition qui a prêté également serment le 25 septembre dernier. On attend toujours la nomination d'un premier ministre. Les militaires sont-ils en train de réussir leur coup au Mali? Réponse avec nos invités et nos invités. C'est Dieudonné Zoungrana d'aujourd'hui au Faso. Bonjour. Bonjour, Foussini. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à débat de presse, Albert Lagrégo de Libre Info. Bonjour. Bonjour, Foussini. Merci d'être là. Et puis Bourema Ouedraogo qui nous signe un retour après un mois de vacances. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là également pour le débat. Toutes nos excuses pour le retard observé pour le démarrage de cette émission, retard dû à des problèmes techniques. Alors, Dieudonné, on commence avec vous pour le premier sujet de débat, la liste des candidats aux législatives de 2020 au Burkina Faso. C'est connu pour tous les partis, puisque le dépôt, la clôture des dépôts est intervenue depuis, mais on aura remarqué beaucoup de choses. Est-ce que au niveau de aujourd'hui au Faso, c'est également votre sentiment? Oui, je dirais, dis-moi à quelle position tu es classé et je te dirai si tu seras élu ou pas. Parce que du positionnement d'un candidat, on peut déjà subodorer, deviner si plus ou moins il a des chances d'être élu, que ce soit sur la liste nationale ou bien sur les listes provinciales. On doit remarquer effectivement que au MPP, au CDP, à l'UPC et même chez les candidats indépendants comme le Mouvement Sens, bon, en tout cas on a moins là-bas comme ils sont nouveaux, mais au moins dans les partis traditionnels on a remarqué souvent des gens qui sont passés à la trappe ou bien des jeux de chaises musicales, si je peux me permettre. Bon, mais je pense que quand on regarde quand même la configuration des positionnements, c'est le MPP qui aura quand même mieux géré vraiment c'est la confection de ces listes parce qu'il y a eu moins de couacs. C'est pas qu'il n'y a pas eu de frustration, il y a eu des colères, il y a eu des menaces de départ, mais le parti au pouvoir aura quand même pu gérer un temps soit peu ces positionnements-là. Peut-être parce que certains caciques, dès le départ, on dit qu'ils ne déposaient pas leur candidature. On a vu par exemple un Clément Sawadro, un Lassane Sawadro, et Simon, qui est le directeur de campagne même du président sortant. Pas mal de gens ont permis que quand même on évite le clash. Bon, ce qui n'a pas été plus ou moins le cas à l'UPC. À l'UPC, on a vu quand même qu'il y a des figures emblématiques qui ont été recalées. On prend par exemple Nathanaël, on prend le Point Naba, on prend Arabi Amego, Moussa Zerbo.
Bon, mais il y a eu l'explication. Je me suis amusé à approcher quand même la direction de ce parti qui a donné des explications parce qu'il y a des textes. Et entre autres, il est dit que celui qui a occupé la liste nationale lors de la mandature passée ne peut plus l'être. Ça, c'est leur texte. Et pour ce coup-ci, la règle, c'était soit le consensus, soit les primaires au niveau de l'UPC. Et sur les 45 provinces, il y a eu 30 provinces où il y a eu consensus. Il y a eu 10 où il y a eu des primaires. Bon, et je crois que les 5 là, on a fait des armements. C'est au niveau du Sahel là, où il y a des problèmes de sécurité. Et au niveau des primaires, par exemple, si on prend certains cas comme le cas Diogo, où il y a eu véritablement problème avec justement la percée de Youssouf Nikéma là, il semble que quand on est arrivé aux primaires, bon, quand on a prononcé, c'était pratiquement un plébiscite. Donc ceux qui voulaient même postuler ont senti parce qu'ils allaient être littéralement humiliés. Donc ce n'est pas Zéphirin qui a imposé des noms, mais il y a eu des primaires. Et quand même, parce que les textes aujourd'hui ne perdent, parce que les jeunes, c'était la même chose avec Nathanaël. Les jeunes ont rué carrément dans les brancards et ils ont sanctionné littéralement certaines personnes. Bon, donc je pense que ça a été ça. Et autre leçon aussi de ces primaires, je pense qu'au niveau des indépendants, peut-être qu'on aura le temps de développer. Bon, j'ai regardé, c'est bien, c'est un début, je l'ai déjà dit ici, et les candidatures indépendantes au Burkina, bon, sous réserve de me prouver le contraire ou de vérification ou des résultats, je demeure sceptique quand vraiment à une percée. Peut-être que avec le mode de scrutin, le plus fort reste là, peut-être qu'un Hervé Kam, il peut tirer les marrons du feu. Mais je vois mal comment, parce que ici on vote, c'est vrai, des élus, mais on vote. Hervé Kam, ça présente sous la bannière du sens. Oui, c'est ça, ils disent c'est des bon, mais ils ont dit que c'est des ils ont dit c'est un mouvement, puisqu'ils ne veulent pas qu'on dise que c'est un parti politique. Bon, peut-être que quelqu'un m'éclairera là, peut-être que Bourema nous éclairera notre lanterne. Donc, voilà, bon. Donc, mais je pense qu'ils l'ont dit, hein, je ne sais pas, ils l'ont dit que c'est un mouvement, ils ne veulent pas l'appellation parti politique. Mais je veux dire que c'est sous réserve. Et bon, j'ai vu aussi là où je ne suis pas trop d'accord avec leur liste, ils ont même mis des élèves. Bon, je trouve que des étudiants, bon, non, il y a même un élève, je ne sais pas, ou bien c'est un étudiant. Oui, c'est le, mais je veux dire que, quelqu'un quand même qui est en train de, d'abord qui n'a pas fini son cursus, qui se lance déjà dans la politique, je ne sais pas, c'est un avis personnel, on aura le temps de revenir, mais c'est d'abord les premières leçons qu'on peut tirer de tout ça. En tout cas, c'est le MPP qui a mieux géré ces quoi et autres là, plus que les autres en tout cas. Albert, c'est votre avis également, quitte du CDP, de la DFRDA ou encore de l'UPC. Oui, en fait, Fousseni, quand on a regardé les listes, moi personnellement, ça donne beaucoup de lectures, une très grande analyse, parce que d'abord, on a vu que le MPP a choisi de faire les ministres, beaucoup de membres du gouvernement tête de liste dans les provinces. Peut-être que c'est pour se donner encore plus de chances d'avoir beaucoup de lui, parce qu'on se dit que les ministres quand même ont eu peut-être un peu d'argent pour pouvoir faire de la campagne. Alors, mais on sait également... On va au gouvernement pour se faire riche. Ils ont un salaire qui est quand même élevé. Et puis, quand ils se déplacent, c'est tout un contexte. Le ministre ne va pas s'élever tout de suite pour aller faire campagne dans une localité et puis des DG vont rester à la maison. Et Nauremo, ce n'est pas, je l'ai dit ici, un ministre, ce n'est pas que les salaires. Justement, les ministres s'élèvent pour aller faire une campagne peut-être dans une localité. Le DG, pour des questions de loyauté, va s'élever également, prendre son véhicule accompagné. Le secrétaire peut-être provincial ou, je ne sais pas moi, le directeur régional sera à ses côtés. On a vu dans l'arrondissement 4 en 2012, non, je crois bien, où il y a eu des directeurs généraux de plusieurs institutions, même sociétés d'État, qui étaient aux côtés de François Compaoré, tout à fait, pour aller faire campagne. Donc aujourd'hui, ce n'est pas étonnant qu'un ministre, c'est toute une machine qui est derrière lui. Mais en plus de ça aussi, peut-être qu'il y a des partenaires privés qui sont à côté, qui vont venir dire, monsieur le ministre, prenez une enveloppe pour votre campagne. Faut l'accepter. C'est les maudits. Quand même, oui. Pour un peu compléter, quand on est au pouvoir, souvent quand même les opérateurs économiques, plus ou moins se sentent obligés de cracher au bassinet. Parce que vous dites, si je ne crache pas au bassinet, si d'aventure les gars sont reconduits, je peux avoir des problèmes. Oui.
C'est une évidence. C'est une évidence, quel que soit le pouvoir qui va arriver. Mais en fait, on a aussi senti que le MPP a réussi, comme Dieudonné l'a dit, l'organisation de ces listes, contrairement à l'opposition. Et après lecture, j'ai compris que l'opposition n'est même pas encore suffisamment préparée pour ces élections présidentielles. Et pas présidentielles seulement, même législatives aussi. Mais présidentielles, ça montre déjà à quel point ils sont, tout ça. Mais encore qu'au niveau de certains partis comme de l'opposition. Moi, je suis étonné de voir des candidats à la présidentielle qui sont en même temps candidats aux élections législatives, tête des listes nationales. Je veux parler du CDP avec Idi Kongboyego, je veux parler de l'UPC avec Zéphirin Diabré, mais c'est là où la règle que vous énoncez tout de suite, moi je ne suis pas d'accord. S'il y a une règle à l'UPC qui dit que, par exemple, moi je n'ai pas connaissance de la règle, c'est vous qui le dites, mais s'il y a une règle qui dit, par exemple, que si on est sur la liste nationale, on ne peut plus être... Mais non, quand on était sur la liste nationale, à la dernière législature... Oui, mais Zéphirin Diabré l'a toujours été. Mais il a été déjà élu député, sauf qu'il n'a pas siégé. Mais il n'était pas sur non, en 2012, il a été élu en tant que tête de liste nationale. Oui. Maintenant, en 2015, il n'était pas candidat. Mais si on va appliquer la règle, c'est que Zéphirin lui-même ne devrait plus être candidat. Non, sauf que parce qu'il a déjà été tête de liste nationale. Mais il n'a pas. Mais est-ce qu'il a siégé? Si le texte maintenant nous dit deux mandats successifs, là on peut comprendre. Mais si le texte dit que peut-être entre deux mandats, il peut revenir. Moi, je n'ai même pas connaissance du texte. C'est Dieudonné qui nous l'apprend ici. Donc, on ne va pas interpréter le texte. Deux mandats successifs. Oui, j'ai approché la direction. Bon, c'est ce qu'on m'a ressorti. Il y a des textes. Sur les listes, on ne peut pas reconnaître les mêmes. Poursuivez et ensuite, Bourema va réagir. Oui, parce que moi, ça m'a fait un peu bizarre parce que quelqu'un qui est candidat aux élections présidentielles et qui a un niveau comme Zéphirin Diabré et Idi Kongboyego, qui sont vus comme des favoris à cette élection présidentielle, se retrouve encore tête des listes nationales pour les élections législatives. C'est le cas de M. Gilbert Noël Ouedraogo de l'ADF-RDA aussi, qui est tête des listes au niveau national. Bon, il y a un problème. Soit on est présidentiel, ou on est aux élections législatives et on laisse la place à d'autres personnes au niveau de la tête des listes nationales. Sinon, soit on n'est pas prêt pour les élections. Maintenant, pour le rajeunissement des listes, j'ai vu également que certains partis ont eu le courage de rajeunir les listes. D'autres également n'ont pas fait, parce que quand on prend par exemple le MPP aujourd'hui, on a beau dire que oui, il y a eu rajeunissement, mais celui qui était des listes aujourd'hui national, le ministre de la Jeunesse, et puis son second marchand, Il Boudot, vous dites qu'il est jeune. Moi, je pense qu'on peut encore trouver mieux. Donc, on a donné encore des places de oui, on peut trouver, c'est ça que je veux dire, plus jeune. On a donné des places de suppléants à des jeunes où on n'est pas très sûr que c'est des gens qui vont pouvoir peut-être siéger. Bon, ça pose problème. Mais je me dis aussi c'est l'engagement des jeunes. Il faut que les jeunes également aillent au fond. Maintenant, je suis étonné de voir aussi que dans le classement, des gens où on pourrait s'entendre à eux, on met d'autres personnes qui ne sont pas forcément des gens qui peuvent faire le poids. Mais le parti récoltera, on espère. On va attendre de voir. Non, de faire que l'analyse. Réaction. Oui. Non, il y a deux choses sur cette liste-là. La première, effectivement, je rejoins Albert, effectivement, en remarquant, effectivement, que des gens qui disent être convaincus de pouvoir remporter la présidentielle soient candidats pour les législatives. On peut dire, effectivement, que c'est pour ne pas siéger, pour laisser la place peut-être aux suppléants. Mais ça ne fait pas rassurant aussi. Élégant, quoi. Ça fait pas ça rassure même pas, effectivement. Ça contredit, effectivement, cette conviction qu'ils proclament d'être de bons candidats, effectivement, pour la présidentielle. Parce que quand on regarde les principaux, ceux qui prétendent être les principaux challengers de Roch Marc Christian Kaboré, ils sont tous candidats tête de liste nationale. À commencer par les chefs de file de l'opposition, et le président du CDP, le président de l'ADF-RDA. Donc, tous ces acteurs-là se retrouvent tête de liste nationale, donc candidats pour la députation. Et ils vont se retrouver encore candidats pour la présidentielle. Je crois qu'à ce niveau-là aussi, c'est la preuve de ce qu'on a toujours dit, qu'au-delà du discours, eux-mêmes n'y croient pas. Moi, c'est ma conviction personnelle et je l'affirme. Quand on est convaincu qu'on peut remporter la présidentielle, on ne s'aligne pas sur une liste pour les législatives. C'est même plus une chose de montrer que moi, en tant que présidentiable, je laisse la place de la députation à d'autres et je vais tirer la liste, puisque je vais battre campagne pour eux. Ça, effectivement, aucun argument ne peut me convaincre, effectivement, que c'est pour tirer les autres, que ces candidats à la présidentielle se retrouvent candidats à la députation. Au contraire, pour un bon observateur, ça montre effectivement qu'il y a plus que le doute à leur niveau. Ils n'y croient pas sérieusement. Et deuxième chose, c'est que quand on regarde la liste de la plupart de ces acteurs,
on a remarqué effectivement qu'excepté le parti au pouvoir, parce qu'il a positionné beaucoup de ministres, la plupart des autres partis ont positionné beaucoup. Il y a beaucoup comme on appelle, de listes inconnues sur les listes de députation. En tout cas au niveau national. Peut-être que les gens sont bien crédibles, bien reconnus dans les provinces, dans les circonscriptions respectives, mais au niveau national, quand on regarde les listes, il y a beaucoup d'inconnus. Et on s'est dit effectivement... Non, plutôt quand on est bien connu, on va sur la liste provinciale. Bon, mais comme... La liste nationale, c'est vraiment pour aider certains qui n'ont pas cette... Non, c'est pour ça que je dis... Moi, je parle de l'ensemble des listes. Quand on regarde ces listes-là, la plupart des listes-là, c'est des gens qui sont de parfaits inconnus. Même si, effectivement, au niveau du CDP, on voit le retour de certains classiques comme Boinsa Arsène Yé, président de l'Assemblée nationale de 1992 à 1997, Luc Adolphe Thiaw. Bon, en fait, pendant qu'on parle de rajeunissement, d'autres font du recyclage. Ça pose un problème, effectivement, au niveau de ces partis politiques qui, aujourd'hui, après la publication des listes, donnent un sentiment, effectivement, qu'il n'y a pas... on ne sait pas où veulent aller nos partis politiques à travers cette liste-là. Qu'est-ce qui est recherché en termes de configuration ou de reconfiguration de l'Assemblée nationale? Est-ce que effectivement les partis classiques veulent ramener, effectivement, certains veulent ramener d'autres qui sont à la touche depuis longtemps pendant que d'autres cherchent à rajeunir, et même que ce rajeunissement, Albert l'a dit, c'est pratiquement de la poudre aux yeux. Parce que quand on va faire la moyenne d'âge, et c'est là justement, et là où ça va fausser les jeux, c'est quand on va effectivement prendre les candidats indépendants, donc les élèves et les étudiants dont Dieudonné parlait tantôt, comparé à ces vieux, on va dire que la moyenne d'âge est assez... il y a la jeunesse. Il y a un grand écart. Non, on va dire, quand on va prendre la moyenne d'âge, on va dire qu'elle est jeune, il y a un certain rajeunissement, mais en fait, on assiste effectivement à une élection où, aux côtés des seniors, pour ne pas dire des papis, il y aura des jeunes qui essaient de faire les petits-fils. Et là où je ne suis pas d'accord avec Dieudonné par rapport aux jeunes, oui. C'est un point de vue et c'est un droit le plus absolu. Moi, ça me fait plaisir de voir quand même qu'on met une jeune fille de 23 ans en tête de liste nationale. Parce que c'est quoi? Il ne faut pas dire qu'on travaille pour les jeunes. Il faut responsabiliser les jeunes à partir de... C'est moins pour son âge que... Bon, je ne savais pas qu'elle était étudiante. Si elle est étudiante, elle est étudiante. Mais si elle est élève, c'est moins pour l'âge. Je termine. Il va terminer. Je t'ai écouté, donc tu voilà. En fait, mon problème, c'est pas de dire qu'on met un étudiant, même un élève. Parce qu'il faut qu'on sorte de l'attitude où on professionnalise la politique. On a vu des gens qui sont médecins ici, qui sont rentrés dans la politique, qui ont oublié qu'ils sont médecins. Il faut arrêter de professionnaliser la politique. Que quand on va en politique, on voit un engagement, un sacerdoce, et on continue à faire le travail pour lequel on a été formé et pour lequel l'État a mis des ressources pour te former. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe dans ces pays. Et il faut sortir de cette logique-là. Quand on responsabilise les jeunes dès leur jeune âge, en leur disant, tu vas pour un combat politique, mais n'oublie pas que tu es élève et étudiant, et que tu dois montrer aux autres élèves et étudiants que tu n'es pas là fortuitement. Que tu assumes un lot de leaders. C'est compliqué. Ça peut être compliqué. Parce que vous êtes dans une commission à l'Assemblée, vous êtes chaque fois en deux avions, vous êtes en train de partir pour des sommets, des rencontres. C'est ça que je dis. Je n'ai pas dit que c'est simple. Je n'ai pas dit que c'est simple. Mais c'est ça aussi le prix de l'engagement. Il faut apprendre aux gens, effectivement, à payer le prix de leur engagement. Il ne faut pas s'engager parce qu'on veut s'engager ou parce qu'il y a quelque chose à gagner. Il faut s'engager en connaissance de cause et en assumant entièrement les responsabilités. Maintenant, si après les élections, on a des élèves et des étudiants qui sont élus, qui n'ont pas pu faire le travail d'étudiant, on en tirera toutes les conséquences. Mais on ne peut pas a priori dire c'est très mauvais d'envoyer un médecin qui abandonne les malades à l'hôpital à l'être député et un élève qui, effectivement, peut continuer à apprendre ses leçons avec des annales, avec des enseignements à distance et des cours de rattrapage pendant qu'il fait un travail parlementaire. Moi, je ne vois pas l'inconvénient là où il y a un problème. Dieudonné. Oui, donc, autre leçon aussi, c'est vrai, je vais rebondir sur les ministres. Voilà, du parti au pouvoir qui sont positionnés. Ce n'est pas nouveau, hein, même sous le régime déchu. Oui. Voilà, ce n'est pas nouveau, c'est une perpétuation d'une tradition d'heure qu'il faut dire. Parce que c'est quoi? Bon, moi je trouve l'explication simplement parce que, bon, il y a des ministres par exemple qui savent que, bon, peut-être qu'ils ne seront pas reconduits, ou qu'ils sont arrivés au bout du rouleau, ou bien même ils veulent partir. Mais le problème ici, vous voulez en parler justement de professionnalisation de la politique. Mais ça, c'est depuis Malthusalem, depuis longtemps. Quand quelqu'un accroche un poste de ministère, il ne veut plus en sortir. Ou si on l'enlève, il veut être
à l'Assemblée pour être président d'une commission et de là-bas ou bien ambassadeur. Les gens oublient même la profession. Ce n'est pas seulement que il est avocat, il est quoi, on l'enlève, il fait des pieds et des mains pour faire des signaux au président du Faso. Ne m'oubliez pas, je suis toujours là. Donc, en fait, mais tu étais quoi? Je dis toujours, avant d'être ministre là, tu faisais quoi? Exactement. Mais il faut retourner à ton cabinet. Exactement. Il faut retourner à tes chantiers. Non, les gens aujourd'hui, donc, tous ces ministres, et on peut les citer, hein, vous avez dans le Naouri, Azouki Daouda, des sports, vous avez dans le Oué, la dame, la Sanou Adja Fatmata, vous avez dans le Sourou, l'ancien ministre, premier ministre Paul Kaba Tieba, vous avez même dans le Boulgoum la ministre de la Santé. Et elle est deuxième, oui, ben c'est Khalil Bara qui est quelque chose. Donc, il y en a, à part ce... avec le professeur Waro. Voilà, le professeur Waro qui est dans le Moun. Le Bamba avec Siméon. Voilà, le Bamba avec Siméon. À part certains ministres qui ont été décriés dans leur province, comme par exemple le ministre Ambroise Nga Kombisri, qui a été littéralement, vraiment, voilà, il y a Salifou dans le Yatinga qui est classé qui est quatrième. Et là aussi, c'est des bisbilles avec Smaïla Ouedraogo. Donc, à part ça, il y a Alpha Bari qui est dans le Kourouéro, qui est tête de liste, et d'ailleurs celui qui était avant lui a migré sous d'autres sur la politique. Donc ce n'est pas nouveau, et parce que les gens se disent, si je ne suis pas ministre, c'est devenu une profession. Même si j'étais quoi, il faut qu'on arrête avec la professionnalisation. Voilà, il faut, voilà. Politique. Donc, il y a ça. Au niveau, c'est difficile. Voilà, c'est difficile parce que quand on a la professionnalisation de la politique. Voilà. Parce que le gars, parce qu'il faut accepter aussi que c'est prenant. Oui. Donc du coup, vous ne pouvez pas, c'est aussi jaloux. Vous ne pouvez pas aujourd'hui être élu peut-être député et pouvoir effectivement faire convenablement ce que vous faites au préalable, oui. Même si vous le voulez bien. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, vous voyez, pendant les sessions, l'Assemblée est quasiment presque vide. Quand vous posez la question, on vous dit il y a un groupe qui est en mission d'information, il y a un qui est en enquête, il y a un autre groupe qui sont en... Parce qu'ils ont tellement créé des réseaux parlementaires que vous avez la commission des députés de CEDEAO, commission des députés de l'Union francophone, de l'Union africaine, vous avez de l'UEMOA. Mais il y a quelqu'un Albert, on n'est pas obligé de rentrer. Quand on est élu député, on n'est pas obligé de rentrer dans des commissions, on n'est pas obligé de rentrer dans des réseaux. Si vous avez... la seule chose, moi je connais des exemples. Si vous êtes élu, vous n'allez pas pouvoir. Albert, vous permettez il y a des avocats députés que je connais en Côte d'Ivoire qui, durant tout leur mandat, étaient au palais tous les jours, qui continuaient à plaider. J'en ai vu au Ghana. Pourquoi ici, ce n'est pas possible? C'est parce que justement, nous créons les conditions pour qu'un député, il croit qu'il va, toute sa vie est désormais à l'Assemblée nationale. Un instituteur qui est élu député, vous pensez qu'il va être à l'Assemblée nationale? Il est instituteur à Togo, il est élu député, il est à l'Assemblée nationale. Vous pensez qu'il a sa classe qu'il peut... Je ne dis pas qu'il va continuer à enseigner, mais déjà, il ne faut pas qu'il oublie qu'il est instituteur. Et le fait même déjà... Vous en faites la même trompette. C'est pour dire qu'on veut bien que ce soit truc, que ce soit indépendant, qu'on continue de faire son travail. Mais à la fois, même vous, journalistes également, il arrive souvent que votre métier fait que ce qui est social, là, on vous reproche de ne pas être présent, vous ne partez pas rendre visite à quelqu'un. Il y a des choses, il y a des décès, il y a des où souvent on n'est pas présent. D'accord, permettez de terminer. Voilà. Et voilà. C'est pour ça que je ne suis pas candidat. Au niveau de l'UPC, on remarque qu'en tout cas, il y a eu un effort aussi de rajeunissement, comme disait Bourema, parce que quand on prend par exemple au Kadiogo, le Lukiema Yissoufou là, il a 33 ans. Quand on prend celui du Oué, le Kone Seydou Mohamed, il a 34 ans. C'est des gars qui ont pratiquement été plébiscités. Vous avez parlé du député, comment il s'appelle là, Zerbo. Mais lui, quand il a senti le roussi, il a senti qu'il allait être mis en minorité, il a reculé. En réalité, c'est ça. Parce que face au Kone Seydou Mohamed là, il n'y avait pas match. Ici aussi, pour beaucoup, face à Nikiema Youssouf là, c'était difficile. Donc c'est des jeunes qui sont montés et aujourd'hui déjà voilà, donc et qui vont voilà le politiquement
c'est mon avis, Oui. c'est une erreur. Oui. C'est-à-dire que si des gens, peut-être à la base, ne Oui. peuvent pas, on donne la place à ceux qui sont vraiment à la base reconnus travailleurs ou mobiles. Mais c'est des gens qu'il faut retrouver peut-être sur la liste nationale. Parce que, en griffe, Nathanaël Ouedraogo ou Rabi Yamiogo à l'UPC ou même Moussa Zerbo, c'est des figures en griffe Oui, bon, vandale. et même En le griffe vandale. et même le Point Naba qui a été remplacé par le Saman voilà, le Point Naba, Naba. par Mais exemple. bon, C'est en des tout gens, cas, c'est de de noms ce qu'on peut que la retrouver sur la liste direction nationale. m'a fait savoir, effectivement, les textes Parce que ne, la les politique, textes ne c'est pas permettent aussi plus. la mémoire. Et il y a eu des primaires, on n'en voulait plus. Parce que au ce niveau que des vous avez primaires, à ils ont l'époque, été On permet à Voilà. Bourema de réagir. Quand vous arrivez aujourd'hui, Oui, vous ne construisez pas peut-être, comment dirais-je, une solidité, vous ne construisez pas votre politique à long terme, parce que s'ils ne sont pas élus aujourd'hui députés, ni sur la liste nationale, ni sur la liste provinciale, c'est pas évident que vous les conservez jusqu'en 2025. Bon, ils vont migrer. Et c'est Ils vont déjà que migrer, vous c'est perdez, sûr. au fur et à mesure, vous serez Bon, dans un mais perpétuel on s'est dit que ces recommencement. jeunes qui les ont remplacés vont pouvoir aussi, en tout cas... Maillot le maillot. C'est ça, je dis, Voilà. ces jeunes, on les met sur la liste Alors, provinciale, il y a- mais on trouve également la liste nationale pour caser peut-être Bon, sur la la question de fond, c'est Oui, pas- oui, la question de Bourema. fond, au-delà de... parce que quand on va à une élection, il ne suffit pas seulement d'être reconnu au niveau des instances du parti, parce que les électeurs débordent les cadres, largement les cadres des instances du parti. Oui, Il c'est faut ça. aller les conquérir. Et quand on positionne quelqu'un, il faut être sûr effectivement que non seulement son nom et son image peuvent mobiliser. Et quand on sort des gens, des parfaits inconnus comme ça du chapeau, parce qu'ils sont populaires à l'intérieur du parti, effectivement, il y a de fortes chances qu'au résultat, on soit surpris qu'on n'ait pas pu effectivement engranger de bons résultats. Et moi, j'ai bien peur, sérieusement, pour la liste de l'UPC, en termes de capacité des acteurs qui sont engagés, et peut-être je me trompe, je souhaite me tromper, et qu'au soir du 22 novembre, effectivement, les résultats soient à la hauteur de leurs attentes. Mais quand je regarde la liste, moi, j'ai comme l'impression qu'on est parti pour liquider les partis. Non, mais en fait, D'accord. et donc, On va en fait, en juste, deux, on sait que conclure c'est sur la... ce sujet. Oui, Non, c'est la Ça base. va passer à partir du 2 octobre. Oui, voilà, c'est la base. Non, de ce qu'on a dit à l'UPC, l'UPC, c'est la base qui a... Parce que le problème aussi, il y a certains députés qui, durant les 5 ans, bon, on passait tout le temps à tourner, ils ne retournaient pas régulièrement au niveau de la base. Vous avez eu un bastion là. Mais quand et ces gars aussi, au niveau de... Prends Moussa Zerbo à Bobo. C'est des gars qui ont toujours été sur le terrain, on les a vus, ils occupaient. Maintenant, Mais le parallélisme, on a mis le Samana. Qu'est-ce que vous... Le Samana aussi, c'est plus ou moins un des ministres du Moro. Donc, Mais est-ce qu'il était sur le terrain? Si le Oui, parti, oui. bon, ça... Deuxième sujet de Voilà. débat, on va aller rapidement parce qu'on est pris par le temps. Deuxième sujet, Yacouba Isaac Zida qui s'est fait investir virtuellement le 25 septembre dernier par son parti, le MPS, Albert Nagrego, l'ancien premier ministre et l'ancien président de quelques vingtaine de jours. Il est président ou il est président de quelques vingtaines d'années? Parce qu'il faut être clair. Parce que Il a été président. je sais que Yacouba Isaac Zida signe ancien chef d'État. Donc, Voilà. Bon, il a fait il a fait 21 jours. Non, ça c'est un autre débat de constitutionnalisme ou de... Oui, mais non, On va il a fait pas 21 jours rentrer nécessaires pour avoir Oui, mais le est-ce que la Constitution c'est dit que quand on fait 21 jours au c'est pouvoir, ça. on est reconnu chef d'État. non. C'est par ça. Moi, je n'ai pas encore vu dans la Mais Constitution, sauf peut-être que j'ai mal lu. Mais on le considère Sinon, comme chaque chef fois que d'État, je lis, comme je n'ai ça. pas Parce encore qu'on a vu. retiré son J'ai grade, pas encore ouais, vu etc. 21 jours où On on a est D'accord. chef d'État. Donc Albert, vous pensez quoi de cela? D'abord, on dit qu'il sera là personnellement, physiquement pour son investiture. Après, on nous dit qu'il ne sera pas là. Et finalement, c'est le ministre porte-parole du gouvernement qui sort, dit que personne n'a empêché Yacouba Isaac Zida de revenir dans son pays. Finalement, au-delà de la polémique créée, qu'est-ce que vous pensez de cette investiture? Est-ce qu'il pourra rentrer pour véritablement jouer son rôle de candidat? Non, oui, moi, c'est un faux débat. J'ai toujours dit que le parti a manqué de sincérité vis-à-vis de ses militants. Parce qu'aujourd'hui, c'est très simple. On est à 31 jours ou à 32 jours de la campagne présidentielle. Bon, ils n'ont pas encore commencé le dépôt des dossiers, certes. Mais déjà, si vous reconnaissez... le 30 septembre. Justement, mais si vous reconnaissez qu'au niveau de la justice, il y a des dossiers contre lui et il va déposer son dossier, c'est bien sûr que quelqu'un puisse même attaquer ça devant le Conseil constitutionnel. Et même si ce n'est même pas attaqué, il va déposer le dossier quand, rentrer quand, commencer à se préparer. Donc, c'est impossible. J'aurais aimé que le MPS choisisse un autre candidat et laisser Zida où il est comme candidat d'honneur, le président d'honneur du parti. Maintenant, il y a une chose que je n'ai pas compris le week-end, quand j'ai vu des gens écrire que non, que le gouvernement a dit si il arrive à Ouagadougou, on va l'arrêter à l'aéroport. Moi, j'ai cherché à voir le communiqué où le gouvernement a écrit ça. Je n'ai pas vu parce que je ne peux pas croire à cette version-là.
Apparemment, le parti aussi a contribué à dire des trucs comme ça que ça a été dit que si Zida arrive, il sera arrêté à l'aéroport. Parce que là, je trouve que c'est tellement gros, ça ne peut pas venir quand même de la part du gouvernement. Un parti politique peut le dire, mais pas forcément le gouvernement. Maintenant, si le gouvernement le dit, en principe, on doit même demander des comptes au gouvernement pour entrave à la justice, parce que quelqu'un qui est recherché, ou du moins qu'on attend depuis longtemps la justice, ce n'est pas le gouvernement aujourd'hui de venir dire que si tu viens, on va t'arrêter à l'aéroport. Bon, mais le ministre porte-parole du gouvernement a démenti. Ah oui, parce que moi j'aurais aimé que le parti nous montre ce communiqué-là à tous les Burkinabés qui montrent que le gouvernement a écrit dessus pour dire que si Zida arrive, on l'arrête à l'aéroport. Parce qu'il ne faut pas contribuer à servir des choses peut-être qui sont à l'opinion à droite, à la vérité, pour qu'on puisse aussi faire notre jugement, savoir quel est le niveau du gouvernement ou quel est le gouvernement que le Burkinabé aujourd'hui en face d'eux. Oui. Maintenant, pour la candidature de Zida, moi je pense que Zida est en train de se victimiser plus. C'est très simple. Si Zida était rentré il y a 2 ans de cela, aujourd'hui peut-être qu'il serait candidat. Il dit qu'Omboïgo a été poursuivi, arrêté à la gendarmerie à la Maka. Aujourd'hui, il est candidat, on les met libre parce qu'il a été blanchi. Le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw a quitté son exil à Abidjan. Il est rentré de lui-même, tout en sachant qu'il allait être arrêté. Il a passé ses jours à la Mako. Il ne sait pas s'il a liberté provisoire ou bien parce que la haute cour de justice aussi depuis là en hibernation. Alors, il est candidat aujourd'hui tête de liste au niveau du Sanguier. Il y a eu des gens qui ont fait la prison avant d'être élus président. On a peut-être Mandela ou Laurent Gbagbo, Ama Amadou actuellement, au Niger. Mais si l'histoire vous dit que pour être président dans votre pays, vous allez peut-être passer par là, faites face à l'histoire. Moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, poursuivi pour désertion en temps de paix dans l'armée, ce n'est pas quand même la peine capitale qu'ils vont appliquer à Isaac Zida. Auguste Denis Barry en a fait quelques jours à la Maka, il est sorti aujourd'hui, il est libre. Donc, se retrouver ailleurs et demander que le gouvernement donne une autorisation pour que je rentre dans mon pays, non, quand même, ce n'est pas au gouvernement de le faire. Donc, pour vous, il y a toute une mise en scène. Tout à fait, c'est une mise en scène qui ne sert à rien, absolument rien. Et politiquement, je ne sais pas ça profite à qui. Parce que ce n'est pas Zida. Aujourd'hui, Zida veut, il prend son avion, il atterrit à Bamako, il prend la route, il rentre à Ouaga. Le lendemain, s'il veut, il se prend à la justice. Il peut descendre à... S'il veut, il descend au Niger, il prend la route, il rentre à... On aura compris. S'il veut, il arrive dans le ciel nigérien, à Niamey, on détourne son avion, là, on tient le gouvernement pour responsable, comme ils l'ont fait pour Soro en Côte d'Ivoire, ou bien pour Dadis Camara en 2000, je crois que c'était en 2015, quand il battait déposer sa candidature dans le ciel abidjanais, ils ont détourné son avion vers destination Accra. Donc aujourd'hui, qu'il rentre, moi je ne sais pas pourquoi on fait beaucoup de bruit autour de cette affaire-là. Oui, parce que le problème aussi, c'est que Zida demande à rentrer, mais son parti demande qu'on lève les sanctions et les poursuites judiciaires pour qu'il soit candidat. On ne peut pas demander 3 choses en eux. Parce que, pourquoi qu'il rentre, oui, on arrête les poursuites judiciaires encore, qu'il soit candidat. Non, soit vous demandez qu'il rentre, il fait face à la justice, s'il est neutre, il est libre, et il est candidat, ou soit vous laissez, il ne rentre pas, et au moment opportun, s'il veut, il rentre. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, quoi. Non, il y a cette affaire des Zida, dans cette affaire des Zida, il me semble que il faut que c'est pas la faute des Zida, il faut que les Burkinabés commencent à se faire respecter. On a comme l'impression que si la scène politique, pour n'importe qui veut se lancer sur la scène politique, considère les Burkinabés comme en fait, des moutons de panurge, on peut leur raconter n'importe quel argument, et que ça prend. Sinon, comment peut-on imaginer qu'au Burkina Faso, en 2020, un parti politique dise que notre candidat voulait rentrer, mais le gouvernement l'a empêché de rentrer? Il faut qu'on respecte un peu les Burkinabés. Parce que si Zida voulait effectivement faire face à son destin, s'il avait effectivement, comment on appelle, ce patriotisme qu'il proclame, au point de vouloir donner des leçons aux gens, il fait face à toutes les charges qui pèsent contre lui, il vient, il assume ses responsabilités devant la justice. S'il est blanchi, alhamdoulilah, on applaudit, il est candidat, comme tout le monde, comme Albert l'a dit. Il ne peut pas décider de s'exiler, ça dit, passer le plus clair de son temps sur les réseaux sociaux à donner des leçons de patriotisme aux gens. Et puis on dit non, tu es poursuivi par la justice de ton pays, tu ne peux pas venir répondre. C'est pour quelqu'un qui dit qu'il est ancien chef d'État. Moi, en fait, on veut bien effectivement reconnaître à Zida ce qu'il a pu faire de bien au cours de la transition.
C'est tout à son mérite, mais ça ne fait pas de lui, effectivement, un héros national comme il le proclame, parce qu'on ne se proclame pas héros, tout comme on ne se proclame pas martyr. C'est les faits et l'histoire qui proclament les héros et les martyrs. Non, un martyr même. Mais on a comme l'impression que Zida a choisi pour stratégie politique la victimisation, comme Albert l'a dit. Ça ne paye pas. Parce que la victimisation, c'est bon pour des gens qu'on sait qui sont victimes de quelque chose. Or, lui-même, on lui reproche effectivement d'être à l'origine aussi, effectivement, d'un certain nombre de choses dans ce pays. Mais c'est l'occasion où jamais qu'il lave son nom sur tous les sales coups dont on l'accuse au Burkina Faso. Non. Monsieur s'installe confortablement au Canada, qu'il considère comme un pays de droit, contrairement à son propre pays, et il veut être président de ce pays. Il faut qu'on commence à respecter les Burkinabés. Deuxième chose, moi, ça dit quand j'écoute le professeur Loada, en fait, il fait partie des acteurs de la vie publique nationale pour qui beaucoup de Burkinabés avaient beaucoup d'estime pendant un certain nombre de périodes. Mais les arguments, moi je ne suis pas juriste, mais les arguments qu'il présente en termes de droit, effectivement, ça, nous autres qui sommes des novices de droit, ça nous pose des problèmes. Comment lui, professeur de droit, peut dire que le gouvernement a dit que si Zida vient, on l'arrête, et qu'il ne pose pas plainte contre ce gouvernement parce que ce gouvernement aurait outrepassé ses compétences. Il n'appartient pas au gouvernement d'arrêter Zida s'il vient à l'aéroport. Et si le MPS porte plainte, effectivement, à des preuves que le gouvernement empêche Zida de venir, nous allons tous, effectivement, soutenir, parce qu'il s'agit de défendre les droits d'un citoyen burkinabé. Il ne s'agit pas de Zida. Parce que si on accepte que ça, on le fasse pour Zida aujourd'hui, on le fera pour d'autres burkinabés demain. Donc, moi, je crois qu'il faut, effectivement, qu'au niveau de MPS, on recadre un peu le discours pour faire en sorte, effectivement, qu'on sente que ce n'est pas un parti qui est là pour faire des Zida un héros national. Parce que tout porte à croire qu'il manque de projets que Zida. Un parti politique qui n'a que des projets qu'un individu, ça pose un problème. Quel que soit, fut-il ancien Premier ministre, fut-il ancien numéro 10 du RSP, fut-il ancien chef d'État. Il faut effectivement qu'on change le paradigme à ce niveau-là. Oui, Dieu donné votre réaction. Non, moi je pense que, bon, pour un peu ramasser ce que le grand communicant politique Jacques Séguéla dira que, celui qu'on appelle le fils de pub, il dira que, en fait, Zida s'est offert un coup de com politique. Parce que depuis des mois, le MPS ne fait que sériner, Zida sera là, il sera investi. Bon, dans une dernière interview parue dans l'Observateur, par là, il a même dit qu'il sera là, il sera à l'investiture à la maison du peuple. C'est un coup de pub. Mais moi, comme Albert, moi, je n'y croyais pas. Zida ne peut pas venir. Deuxième leçon, deuxième leçon, je ne sais pas. Bon, j'ai cru comprendre que le MPS est allé demander aux autorités de laisser rentrer Zida. Je ne sais pas. Voilà. Et moi, je veux aussi se communiquer parce que c'est les mêmes. Et même le professeur Loada, il est un des acteurs de la transition. C'est eux qui ont coupé le cordon ombilical entre la justice et l'exécutif. Plus question, parce que même le président de façon ne peut pas ordonner de dire Zida rentre, on ne va pas l'arrêter. Il ne peut pas, puisqu'il y a une séparation des pouvoirs. Nous voulons, en tout cas, comme l'a dit Albert, nous voulons voir sur papier, noir sur blanc, où il est écrit voilà. Eux-mêmes, ils ne devaient même pas aller voir les autorités pour dire il faut laisser rentrer notre candidat pour postuler. Et je rejoins en troisième lecture Albert pour dire Zida, il a trop... Bon, je ne sais pas à quel jeu il joue. Il a laissé passer trop le temps. Il aurait dû venir dès le départ. Certains disent même qu'il n'aurait même pas dû quitter le pays. Bon, à l'époque, il a dit que sa vie était menacée. Bon, il sait de quoi il parle, parce que quand même, il est issu d'un milieu où, bon, nous les civils, on fait le oba, mais il est nommé ambassadeur des États-Unis. Voilà, il partait faire ses les bagages repartis. Voilà. Parce que vous vous rappelez la polémique qui est venue après avec la déclaration dans le journal officiel, qu'il a été, ça a été écrit dans le journal officiel qu'il est nommé ambassadeur. Mais tout ça a été démenti. Oui, justement. Bon, il a été nommé ambassadeur. C'est pour dire que il a été nommé ambassadeur, ça n'a pas été démenti. Il y a des éléments aussi qui prennent. Lui, il a été nommé ambassadeur. Aminata a été nommé ambassadeur. Ça a été rapporté par le nouveau pouvoir. Parce qu'effectivement, si vous attendez parce que le président sortant ne peut pas nommer des ambassadeurs. Mais même avec ça, je trouve que
s'il dit que sa vie était menacée, bon, ça, on n'y peut rien parce qu'il sait d'où il vient. Nous, les civils, on parle beaucoup, mais peut-être les militaires, ils règlent leurs problèmes avec les toum-toum. Ça, c'est... Mais je pense qu'au finish, désertion en temps de paix, bon, je pense que ce n'était pas quand même la cour martiale. Il aurait dû courageusement rentrer, comme par exemple l'ancien Premier ministre Luc Ador Tiao ou bien Edi Kombero. Peut-être qu'on l'aurait dit, peut-être même que c'était fini, il aurait pu, peut-être le jugement était fini, mais rester là-bas, au pays de Justin Trudeau, et puis chaque fois envoyer des trucs, c'est toujours des trucs, je suis quoi. Bon, ça pollue l'atmosphère chaude et même le MPS, effectivement, aurait gagné. Pourquoi le professeur Louada aurait pu être le candidat du MPS et Zida est le président d'honneur. Et peut-être que c'est vrai que c'est Zida le financier. Parce que, bon, on est en Afrique, hein, qui paye la guitare, impose la musique qu'il doit écouter. Mais c'est même ça pas aussi, non, oui, non, je finis. En termes de candidature, oui, non, mais j'ai fini. Hein? Moi, je pense même que la candidature de Louada aurait même été... mais osé. Oui, mais ça aurait pu peut-être... Mais si vous écoutez le professeur Louada, il ne jure que par Zida. C'est pratiquement un démiurge. C'est leur Dieu. Donc, si... Le professeur Louada même s'était présenté. Voilà. De la séquestration. Voilà. Donc, moi je pense que effectivement peut-être que le MPS est en train de vraiment si c'est peut-être qu'il dispose pour 2025, mais pour 2020, je crois que c'est cousu de fil blanc parce que tout est basé sur Zida qui quand vous n'êtes pas sur le terrain, il va battre campagne comment? À partir du Canada, il va faire comment? Donc voilà, donc le fait qu'on arrive à donc je pense que souvent il faut être réaliste. Et quand même du professeur Louada, je suis étonné. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'il contribue à berner certains Burkinabés qui croient en l'homme. Oui, que non. Parce qu'ils croient faire du aujourd'hui que c'est vraiment c'est le sauveur. C'est déjà raté. Voilà, donc je pense que il y a des gens de bonne foi qui continuent de parler. Maintenant, ce qui est aussi très paradoxal dans cette affaire des Zida, c'est-à-dire qu'à côté, on fait les négociations la nuit et on sort la journée, on menace. Parce que quand on suit un peu le communiqué de MPS, on a eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été mises à contribution pour faire la négociation avec le pour qu'ils pouvoir. reviennent. Maintenant, quand ça n'a pas marché, on sort, on dit non, que on taxe le pouvoir de tout. Je termine même les langues fendues au mauvais endroit disent que justement parce que il y a eu justement des relations incestueuses entre justement le parti au pouvoir et Zida. À une certaine époque, les gars se tiennent par la barbichette. C'est pour ça qu'il y a des non-dits. Il y a un théâtre d'ombre. Il y a des non-dits que le public ne sait pas. Et c'est pour ça que les gars se tiennent par la barbichette. C'est ça. Vraiment, Drago. Oui. Voilà. L'autre aspect, si cette candidature ou cette candidature annoncée des Zida, c'est comment effectivement on peut aujourd'hui se porter candidat alors que soi-même on proclame le renouveau, alors que soi-même on refuse de revenir répondre à la justice. Mais il trouve que c'est pas contradictoire. Non, c'est contradictoire justement parce que justement, quand on parle de changer les choses, quand on critique la malgouvernance du régime MPP, c'est aussi effectivement l'absence et c'est aussi l'impunité des crimes commis, le fait aussi que certains accusés ne répondent pas devant la justice. On ne peut pas vouloir dire une chose et son contraire. Soit on est pour la justice et on l'assume quand ça s'applique à soi-même, soit on est contre la justice, effectivement, et je suis d'accord avec Albert, on a comme l'impression qu'il y a, il y a un marché de dupes qui se joue dans cette affaire parce que on négocie la nuit et la journée on proclame, on déclare la guerre. Ils ont même promis au thème du congrès que si Zida ne viennent pas, ils vont aller les chercher. Alhamdoulilah, ils n'ont qu'à aller chercher Zida Vini. Nous attendons, nous ne sommes que des observateurs et nous prenons date que le professeur Louada et tous les militants du MPS ont promis que si Zida ne viennent pas, ils iront les chercher. Attendons d'abord, prenons rendez-vous au 31 octobre au démarrage de la campagne. On verra effectivement si Zida viendra ou ils iront le chercher. Mais est-ce qu'à 31 jours du début d'une campagne, votre candidat n'est même pas sur le terrain est-ce que cette candidature même, le Conseil constitutionnel ne peut même pas admettre cette candidature-là parce que il suffit que quelqu'un, même le plus mauvais des avocats, attaque ça, mais il gagne. Ça ne peut pas tenir la route.
Parce qu'il n'est même, je pense que la loi même dit que vous devez résider au moins 6 mois avant. Il y a une. Oui, je pense. C'est pas au Burkina. Mais les militants du FPS estiment que si la candidature de Zida n'est pas acceptée, ils vont manifester par tous les moyens. Et on est vraiment pris par le temps. On va juste aborder le dernier sujet très rapidement avant de rendre l'antenne. C'est vrai qu'on a commencé un peu cette émission avec un grand retard. Bourema, l'opération restauration dans le centre-nord par l'armée burkinabé qui a mené et qui mène toujours des patrouilles et autres opérations dans cette partie du Burkina. Et on l'a vu cette semaine, des images exclusives sur la RTB où la stratégie était savamment orchestrée et puis menée de main de maître par l'armée. C'est réconfortant pour le moral, mais aussi peut-être le retour de la quiétude. Oui, c'est ce que nous souhaitons tous dans ce pays. C'est que effectivement l'armée burkinabé puisse se réorganiser pour recouvrer l'intégralité du territoire national, pour permettre à tous les Burkinabés, partout où ils sont, de pouvoir vaquer tranquillement à leurs occupations. Donc, tout ce que nous souhaitons effectivement, c'est que cette opération restauration soit un franc succès, plus que les opérations antérieures. Parce qu'en fait, il faut aussi effectivement qu'on rappelle aux autorités militaires, politiques et militaires, qu'il ne suffit pas de lancer des opérations. Il faut aussi effectivement faire en sorte que ces opérations puissent apporter des résultats au moment T et qu'il y ait les services après-vente soient assurés. On a vu autant pour nous à l'Est. On a dit que c'était une opération réussie, les populations avaient commencé à vaquer leur occupation. Aujourd'hui, presque tout l'Est, en fait, les terroristes même ont pratiquement encerclé la capitale de la région de l'Est, qui est Fadangourma. Donc presque tout le Grand Est est sous le contrôle aujourd'hui des groupes armés. Et ça pose un problème. Si après seulement 2 ans, 2 ans absolument après une opération comme au Tampano, on se retrouve dans cette situation, il faut craindre effectivement que la nouvelle opération qui est lancée ne produise pas les mêmes effets. Donc, il faut effectivement que ce ne soit pas une opération qui est menée juste pour permettre qu'on tienne les élections et qu'après les élections, on va retomber dans la même situation, que ce soit une opération qui est faite effectivement pour que le Burkina retrouve l'entièreté de son territoire national face aux groupes armés qui dictent les lois dans certaines contrées du pays. Dieudonné, votre réaction par rapport à cette opération qu'on a pu voir cette semaine et que l'armée tient de main de maître? Oui, je pense que le président du Faso, lors de sa visite à Djibo, avait promis devant la grande muette que progressivement, les forces de défense vont essayer de récupérer les pans du territoire qui sont sous coupe réglée et terroristes. Je crois que c'est un début. Nous avons, sur ce même plateau, on l'a dit plusieurs fois, on a parlé de la forêt de Fada, et on avait dit, même si c'est arbre après arbre, touffe après touffe, il faut encercler cette forêt et puis le conquérir. C'est ce qu'on appelle la technique du retournement en militaire. Technique du retournement, et je l'ai dit ici, ça a été pratiqué, et le prototype même c'est en Russie avec les Tchétchènes, ou bien en Irak avec le combat de Fallujah. C'est une technique où les forces de défense, au lieu d'attendre que les adversaires viennent à vous, c'est vous maintenant qui allez pour les déloger. C'est une technique qui consiste à l'encerclement, segmentation des forces de défense. On essaye même d'éliminer les officiers ou bien les chefs djihadistes. C'est une bonne technique, mais comme l'a dit Bourema, il faut que ça soit pérenne. Il ne faut pas qu'on fasse un coup comme ça et puis on revienne encore et on laisse les djihadistes occuper le terrain. Parce que je pense que ces derniers mois, je l'ai vu sur un site spécialisé qui s'appelle le Global Firepower. L'armée burkinabé, depuis les 5 ans, est montée en grade. Quoi qu'on dise, malgré vraiment les tueries, les défaites et par-ci, par-là, on est monté en grade. L'armée burkinabé est aujourd'hui la 17e armée en Afrique, devant la Côte d'Ivoire, le Ghana, et 132e dans le monde. Voilà.
parce que justement, ces derniers temps, on est vraiment en matière d'aguerrissement des forces de défense, du matériel, on a vraiment pris du galon. Et comme l'a dit Bourema, c'est ce qu'on souhaite, parce qu'il ne faut pas vraiment dormir sur le deux lauriers. Et c'est une guerre chronophage, c'est une guerre de longue haleine. Et il ne faut pas qu'après cette opération restauration, bon, on chassait encore pendant quelque temps, on n'occupe pas le terrain et les gars reviennent. C'est ce qui s'est passé avec Otampoinou. Voilà, donc on ne peut qu'encourager vraiment ce genre d'opération qui va nous permettre quand même de retrouver un tant soit peu, en tout cas l'entièreté de notre superficie. Territoire national. Voilà. Oui, Albert Nagrego. Oui, donc on trouve que c'est salutaire d'ailleurs parce que la région du centre-nord est quand même une région aussi qui est très infestée parce que quand on prend Dablo, c'est quand même une histoire. Quand on prend Pinsa, c'est une histoire. Piscila, c'est pareil. Et Barsalgo, on n'en parle pas d'ailleurs. Donc c'est une région qui est... C'est d'ailleurs ce tronçon Barsalgo-Dablo qui a été véritablement dégagé. Tout à fait, avec des convois souvent pour permettre vraiment... Des vivres souvent détournés en tricycle ou autre. Donc c'est vraiment une région qui est infestée comme la région de l'Est d'ailleurs. Mais aussi la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'armée a choisi la période d'hivernage, parce que tous les chercheurs vous diront que la période d'hivernage c'est la période morte au niveau des terroristes. Ils profitent de cette période-là pour se ravitailler ou encore pour faire des recrutements. Quand on suit le reportage de la RTB, on a vu dedans des parties où véritablement les soldats sont dans la boue, en train de traverser. Ils ont traversé des marécages. Tout à fait, tout à fait. Donc ça peut être une autre question qu'on peut se poser. Moi, je n'ai pas vu le côté électoral que Bourama pose. Je ne pense pas que ce soit le côté électoral, mais rien n'est à exclure également. Tout est possible. Dans une analyse, on prend tous les indices. Ouais, il faut les mettre ensemble, quoi. Alors, donc ça peut être une autre raison. Maintenant, pour une stratégie militaire, peut-être que ce n'est pas à nous de le dire, mais ce serait intéressant que pour ce type d'opération, que ce soit en même temps aussi dans les autres régions, parce que c'est des groupes terroristes qui sont très mobiles. Oui. Dans la période où l'opération a été lancée, on a vu sur les réseaux sociaux qu'à l'est, dans un village, des terroristes ont été aperçus, des colonnes de terroristes ont été aperçues dans beaucoup de localités, et même des soldats burkinabés, je crois que c'est le détachement militaire de Diapaga, non, je ne sais pas, qui est tombé dans une embuscade où le lendemain, le revers a été quand même douloureux pour les terroristes, soit. Mais c'est quand même des opérations qui devaient être à la fois sur le territoire pour pouvoir permettre que dès qu'ils quittent peut-être ici, on arrive à les intercepter de l'autre côté et donner plus de confiance. Parce que si on va peut-être mener l'opération de façon spontanée dans cette zone, c'est pas exclu qu'ils se réorganisent dans une autre partie. Mais je le répète, c'est une stratégie militaire. Peut-être qu'ils en ont déjà les trucs, ils ont déjà conçu leurs choses. Espérons que ce soit ainsi. Maintenant, on peut peut-être encore ajouter que, comme Dieudonné le dit, c'est quand même une armée aussi qui, le jour, on sent qu'il y a la volonté, il y a la détermination d'aller au combat, il y a la rage de vaincre. Et avec cette opération, si au Sahel, le 14e régiment à Djibo voit le jour, peut-être que ça va renforcer encore les choses, quoi. C'est bon pour le moral. On va s'arrêter là pour le débat de presse de ce dimanche. Vraiment toutes nos excuses pour le retard observé au démarrage de cette édition. Un retard dû à des problèmes techniques. On espère que dimanche prochain, tout sera mis en ordre parce que la semaine passée également, on a connu ces mêmes problèmes techniques. Merci à Albert d'être venu. Merci à Bourema. Merci à Dieudonné. Et merci à vous également pour votre attention à cette émission. À dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt. Visionnez live. Bientôt sur la RTB. Pendant une soirée, du chic, du glamour, made in Burkina Faso, avec des créateurs de renom. Visionnez live.
sur la RTB. Tenez votre moto s'il vous plaît. Descendez. Vous êtes en infraction, monsieur. Vous avez brûlé le panneau de stop. Bah, écoutez, excusez-moi, je suis trop pressé. Je dois prendre un avion ce soir pour rentrer en France et j'avais la tête ailleurs. Ce n'est pas une raison de ne pas respecter les règles de la circulation. Et vous mettez la vie des usagers de la route en danger. Bah, écoutez, je vous demande de m'excuser. Monsieur, vous devez payer l'infraction. C'est la loi. Mais essayez de me comprendre. Je vous ai dit, je dois prendre l'avion pour rentrer en France ce soir. J'ai beaucoup de courses à faire avant. Monsieur, nous faisons notre travail. Vous devez